Yo l'équipe, bienvenue à tous, c'est parti aujourd'hui pour un nouveau live. Comme d'habitude, on va faire une petite react un petit peu aux commentaires YouTube, aux théories sur YouTube. Donc voilà, il y en a pas mal. Je voulais avancer un peu parce que voilà, on a pris quand même pas mal de retard comparé à quand sont sortis les commentaires. Hein. Je pense qu'il y a au moins 3 mois de différence entre les deux. Donc voilà, on va essayer d'avancer, répondre à toutes les interrogations, à discuter un petit peu de tout ça. Puis let's go, hein. Ensuite... je pense que ce sera un très bon live. Aujourd'hui, petit live, les gars. Hier, j'ai pas live. D'ailleurs, même aujourd'hui, je live tard. Mais c'est parce que, voilà, en ce moment, il y a trop de taf. J'ai du mal à suivre. Let's go, hein. Je pense on est parti pour aller analyser un petit peu tout ce qui a été dit sur les commentaires YouTube. Puis, let's go, hein. Ok. Donc, on a plusieurs commentaires. Et le premier commentaire, ça va être un commentaire de T13 Lambo. Qui répond à la vidéo. Et du coup, la vidéo, en fait, c'était Joy Boy et sa jambe de bois. Donc, ça veut dire c'était à l'époque où on avait le premier visuel de Joy Boy en ombre, vous savez, là, dans les souvenirs de Emmett. Et lui, il répond oh, que si je suis prêt à voir Joy Boy avec l'apparence de Monkey D. Luffy. Donc, ça devait être un truc du genre. Ça m'étonnerait que je l'ai dit comme ça, peut-être il a mal compris. Mais ça devait être dans une ambiance en mode, je vous disais que, voilà, Joy Boy, potentiellement, il ressemblerait pas forcément à Luffy, étant donné que, voilà, je pense que il est différent physiquement. En tout cas, moi, ce que je pense réellement aujourd'hui, à l'époque aussi, je pensais comme ça, c'est que Joy Boy, pour moi, c'est pas l'exacte reproduction de Luffy. Exactement comme Roger n'est pas l'exacte reproduction de Luffy. Ils ont énormément de points en commun. Ça, je veux bien l'accorder à Joy Boy. Mais par contre, c'est pas les mêmes personnes. Tu vois, même en termes de taille, même en termes d'intelligence, etc. C'est quand même des personnes différentes. Et c'est ça que je veux souligner. Le fait qu'il ressemble à Luffy, ça, je suis entièrement d'accord. Je pense qu'on aura quand même des choses similaires à Luffy, ce qui est totalement normal. Comme par exemple la blessure sous l'œil. Ça m'étonnerait pas que Joy Boy ait la même, tu vois. Et qu'il l'ait fait exactement de la même manière, parce que voilà, les choses se répètent. Par contre, il y a un truc que je pense pas, c'est que ce soit Luffy ou Joy Boy, je vois bien Joy Boy avoir potentiellement l'ADN d'un boucanier. J'ai déjà dit 15 000 fois, les gars, vous savez très bien pourquoi. Parce que pour moi, les boucaniers sont les ancêtres des pirates, ce sont les premiers pirates. En plus de ça, ils vénéraient une divinité qui s'appelait le Kurupira, et cette divinité ressemblait trait pour trait au Gear 5, c'est-à-dire bras désarticulés, cheveux un petit peu en forme de flamme et un bâton à la main, exactement comme Nika. Donc je pense sincèrement que tout ça là, c'est des inspirations que Oda a tirées pour créer justement son œuvre et tout ce qui s'ensuit autour des pirates. Donc voilà, à la base, n'oubliez pas, Oda était fan de pirates, il a voulu retranscrire son manga dans un monde gouverné par les pirates, et pour moi, il a quand même bien réussi. Les westerns et les pirates, c'est pour ça qu'il y a des one-cheat, tu vois. One-cheat qui correspondent plus à l'époque des westerns, et la piraterie, voilà, j'ai pas besoin de dire, vous l'avez facilement remarqué. Donc voilà, en tout cas, Luffy qui est exactement la même apparence que Joy Boy, c'est pas impossible, hein, je dis bien que c'est pas impossible, mais personnellement, je pense quand même qu'il aura quand même quelques petites différences qui feront qu'il est unique. En tout cas, je l'espère. Et déjà, le premier argument, c'est le chapeau. Le chapeau était quand même balèze de ouf. Pour moi, ça montre directement que la taille de Joy Boy faisait pas forcément la même taille que Luffy. Et je sais que le flashback va pas trop dans ce sens-là, mais laissez le temps à Joy Boy d'arriver. Pensez juste à Loki. Loki, tout le monde pensait que c'était un gars un peu trop large, qui mangeait bien la cantine. Et aujourd'hui, on voit que Loki est vraiment un instrument balèze, tu vois. Donc voilà, laissez le temps à l'œuvre de se dérouler. Peut-être que Joy Boy était jeune à cette époque-là, exactement comme je pense que Loki était jeune quand il devait se marier avec Lola. Et au final, là aujourd'hui, il a pris 6 ans de plus, ce qui fait que potentiellement il a changé un petit peu, tu vois. Voilà, peut-être qu'il était pré-ado et qu'aujourd'hui il est ado ou peut-être un peu plus, parce que voilà, les géants, ça vit très longtemps. 6 ans, c'est quasiment rien pour un géant. Donc voilà, en tout cas, tout ça pour vous dire que je pense que Luffy n'aura pas le même chara design que Joy Boy, tout simplement. Donc let's go. Donc on reste sur la même vidéo, donc voilà, ça va être des commentaires qui vont être basés un petit peu sur les mêmes choses, mais c'est intéressant parce que on va avoir quelques petits trucs sympathiques. Premièrement, une question me taraude. Donc là, c'est Nope Nope le frérot qui dit ça. Emmett reconnaît Luffy comme étant très ressemblant à Joy Boy. Donc voilà, vous voyez que ça reste dans le même thème. Il était sous sa forme Nika, donc Joy Boy devait bien maîtriser la forme Nika. Or, la représentation de Nika est portant une épée, une lance dans ses mains. Donc la représentation de Nika, en gros, elle est plus en mode qui porte une épée ou une lance dans ses mains. Donc Joy Boy a une prothèse en guise de main. Comment porter une arme? Et rien ne fait référence à une jambe de bois en plus. Alors, en forme Nika, il faisait repousser ses membres. Il a perdu ses membres seulement après son dernier combat, par exemple. Et Emmett a encore ses
2 cornes, donc n'aurait pas participé à ce combat. Bref, Oda me laisse encore plus de questions que de réponses. Donc voilà, petit commentaire de Nope Nope. Donc pour détailler plus simplement, on va dire que pour lui, la forme Nika, c'est la fameuse forme avec le bâton. Et est-ce qu'il a un crochet? Est-ce qu'il a une jambe de bois? Est-ce que c'est le fameux pirate borgne dont Oda parlait? Il a dit qu'il y avait qu'un seul pirate qui était vraiment le cliché entre guillemets des pirates, dans le sens où il avait le cache-œil comme un pirate, etc., etc. Donc là, on va répondre à tout ça. Alors personnellement, déjà, moi, je pense pas que la forme Nika avec le bâton, ce soit la même forme que Joy Boy. Pour moi, Nika a existé il y a très longtemps. Il est considéré comme une divinité, même à l'époque de Joy Boy, parce que c'est quelqu'un qui a existé il y a très très longtemps. Et d'ailleurs, il y a quelqu'un qui le dit très récemment, c'est Loki, qui a parlé justement du monde souterrain, du monde oublié, et là où est mort le soleil. Donc c'est là où potentiellement Nika a existé et est mort, tu vois. Donc pour moi, je pense sincèrement que le fameux Nika avec le bâton, c'est le Nika, le vrai Nika, celui qui avait pas de pouvoir de fruit du démon, mais qui était lui-même Nika avec ses bras désarticulés et tout ce qui s'ensuit. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que je pense que Joy Boy est bel et bien le pirate par excellence, parce que voilà, c'est le premier pirate, donc je le vois bien tout simplement avoir le côté borgne, le côté crochet, le côté jambe de bois et le tricorne avec la fameuse cape de pirate, etc., etc. Donc pour moi, je pense sincèrement qu'il faut faire la différence entre les deux déjà, et je pense pas non plus qu'il puisse faire repousser ses membres et tout, quoique franchement on est à l'abri de rien étant donné que Luffy a réussi à créer des membres comme avec le Gear 4 où on voit justement qu'il a plusieurs membres, donc à voir si c'est une possibilité, mais moi j'ai l'impression que c'est des choses qui peut-être peuvent venir de l'imagination un petit peu de la forme Nika, mais que voilà, en forme normale, il est obligé d'être réduit à sa forme physique de base, tu vois. Donc ça c'est ce que je crois, mais à voir, on est à l'abri de rien, hein. Oubliez pas que c'est le pouvoir de l'imagination et qu'il peut aller où on veut avec tout ça. Donc voilà, je pense avoir répondu à toutes les interrogations de Nope Nope. En tout cas, avec mon avis, il y a des trucs qui forcément, comme je vous l'ai expliqué, surtout avec les informations qu'on a maintenant, ça creuse encore l'écart. D'ailleurs, je sais les gars, petite parenthèse, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui pensaient que Joy Boy était la même personne que Nika. Et après qu'on ait eu la révélation par rapport au fait que ce soit deux entités différentes, il y a beaucoup de personnes qui pensaient que Nika n'était qu'une fable, était inexistant, etc., etc. Et là, en fait, comme je vous l'ai dit les gars, pour moi, depuis le début d'Egghead, même pour être plus précis, plus d'1 an, je pense sincèrement que, premièrement, Nika est bel et bien une personne qui a existé il y a des millénaires, c'est corroboré par Loki, le soleil est mort dans le monde souterrain, c'est là où le soleil est mort, vous avez capté, et Joy Boy avait le pouvoir de Nika, donc de son prédécesseur, donc Nika a bel et bien été transformé d'une manière ou d'une autre en fruit du démon, exactement comme tous les fruits du démon ont été transformés en fruits du démon. Je veux dire, les animaux c'est plus simple parce qu'il en existe partout, pareil pour les dinosaures, il en existe partout, enfin il en existe encore, et pareil pour tout ce qui est électricité, feu pour les logias, que les zoos animétiques qui sont compliqués à faire, à trouver de l'existence, parce que voilà, quand c'est des divinités, il faut que ça vienne de quelque part, tu vois. Donc pour Nika, c'est assez facile parce que voilà, on connaît l'histoire et tout, mais on peut voir qu'il y a Bouddha, tu vois, comme le fruit de, comment il s'appelle, Sengoku. Du coup, on peut imaginer que Bouddha a vécu à une époque similaire à Nika, donc il fait peut-être partie des dieux ancestraux dans l'univers de One Piece, et potentiellement d'autres dieux comme, je sais pas, tous les kami entre guillemets de Wano et tout ce qui s'ensuit. Donc ça montre un petit peu que en fait tout ça là, c'est des choses qui existaient d'une manière ou d'une autre à un instant T de l'histoire de One Piece, tu vois. Et comme l'a dit Vegapunk, en fait, les fruits du démon sont nés des souhaits des gens, mais des souhaits qui viennent d'une autre dimension. Et quand tu comprends ça, tu te dis waouh, c'est fort, tu vois, comme mot. Autre dimension, on peut imaginer que ce soit la dimension des démons, et du coup, ce soit des souhaits du démon qui se soient matérialisés dans l'univers de One Piece, ou sinon on peut penser au 4e mur. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui aiment cette théorie. Tout simplement, c'est les souhaits des humains IRL qui sont tout simplement existants dans l'univers de One Piece. Donc voilà, petite parenthèse par rapport à ça, mais je trouvais ça pertinent et intéressant. Ok, on continue avec 2 commentaires de Nope Nope. Je ne pense pas qu'il y ait vraiment un lien entre le fait que les membres du Gorosei renvoyés sont ceux qui ont été invoqués par Saturne, et seulement eux. Ça ne semble pas être un problème de distance par rapport à l'invocateur, pas plus que de conditions physiques de Saturne ou d'eau de mer, je ne sais pas quoi. Alors, hypothèse. Soit le Haki a perturbé l'invocateur et non l'invoqué et a annulé l'effet, soit a perturbé les invocations seules et le Haki serait une méthode finale, voire plus loin. Je ne pense pas que le Gorosei soit un groupe de clones, ils ont trop de caractères et réflexions différentes d'Imu. Par contre, ils pourraient être des invocateurs
Invocateur, des invocations capables elles-mêmes d'invoquer d'autres membres, mais en amont, c'est bien Immu par qui tout commence. Je verrais bien les membres du Gorosei faits d'un pouvoir opposé au Haki. Le Ika ou le Ki-A serait marrant. Comme le Yin aurait son Yang, seul le Haki pourrait les évaporer. Il y a déjà longtemps, Oda aurait déclaré que le logo du manga recelait d'indices sur les clés du One Piece. Aujourd'hui, je me dis que le nœud de corde et l'encre est une de ces clés. J'avoue que ça pourrait être très intéressant de creuser dans ce sens-là. Mais c'est pas quelque chose d'impossible étant donné que c'est des choses qui existent depuis l'antiquité de One Piece. Hein. Donc le nœud qui permet d'enfermer le Haki, c'est assez intéressant, tu vois. Et je pense que tout ça, ça doit avoir un impact, on va dire, dans l'univers de One Piece d'une certaine manière. Après, est-ce que ça a un lien avec le One Piece? Ça va être beaucoup plus difficile à prouver, à dire ou à même théoriser là-dessus. Donc voilà, ça c'était les 2 commentaires, donc on va essayer de répondre à tout ça. Donc déjà, je vais répondre par rapport tout simplement à l'indice dans le titre de One Piece. Donc premièrement, cet indice, les gars, je l'ai déjà analysé, donc je vais pas le faire une deuxième fois. Je l'ai fait vraiment en détail, en long et en large, et je vous mettrai tout simplement la vidéo en haut à droite, et en fait c'est tout simplement une vidéo sur les armes antiques qui va vous expliquer de A à Z où est le lien entre justement le logo de One Piece et la fin du manga, mais en même temps aussi le lien qu'il y a entre le One Piece et les armes antiques. Tout a déjà été dit il y a très très longtemps, les gars. Donc voilà, je vous la mettrai en haut à droite, mais c'est une vidéo qui pour moi est encore pertinente aujourd'hui, et vous allez comprendre pourquoi. Donc n'hésitez pas à aller la regarder. Donc ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est par rapport au Gorosei. On va résumer un petit peu ce qui se passe autour du Gorosei, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'interrogations autour de ça. Donc premièrement, il y a 5 Gorosei. Ça, tout le monde le sait. Et ces 5 Gorosei ont un espèce de lien avec Im. Ça aussi, tout le monde le sait, ça a été montré. D'ailleurs, Im-sama a d'une certaine manière fait une action qui a conduit Saturne à sa perte, c'est-à-dire qu'il s'est transformé en squelette sur le bateau. Donc un des Gorosei a été supprimé. Et ça, on sait pas comment ça a été fait. Tu vois, il y a beaucoup de théories, mais celle qui est la plus logique, à mon sens, c'est le lien qu'il y aurait entre l'immortalité, Im-sama, et le Gorosei. Potentiellement, Kim-sama est capable de donner l'immortalité tout simplement aux membres du Gorosei en échange que le Gorosei exécute tout ce que sa majesté exige. Et ça pour moi c'est d'une logique imparable pour l'instant, mais comme je dis à chaque fois, c'est que mon avis, et ça peut être tout autre chose. Hein. Ça se peut qu'au final Im-sama a juste fait une attaque divine de loin et qu'elle est capable de faire des choses vraiment légendaires, et qu'elle a tué Saturne parce qu'elle était beaucoup trop forte et elle était capable d'annuler son immortalité. Ce que je crois pas. Mais bon, pour résumer au niveau des théories par rapport au Gorosei, pour moi c'est simple. Im-sama, c'est un petit peu la pierre angulaire de tout le groupe des Gorosei, Im-sama compris, et en fait c'est elle qui recèle un petit peu tous les pouvoirs, tu vois, c'est-à-dire que c'est elle qui décide d'octroyer le pouvoir à certaines personnes et de le récupérer ensuite, c'est elle qui décide potentiellement de choisir le fruit qui ira le mieux avec la personne tout simplement du Gorosei, et pour moi je pense que tous les pouvoirs sont liés à Im-sama, c'est-à-dire que s'ils sont capables de communiquer entre eux et tout, c'est parce que Im-sama l'a décidé ainsi, et que quand elle donne le pouvoir à certaines personnes, c'est un pouvoir qui se partage entre guillemets, et qui fait qu'ils sont capables de discuter via télépathie, mais aussi qu'ils sont capables d'être immortels, parce que toutes ces personnes-là deviennent immortelles une fois qu'ils ont le pouvoir. Maintenant que Saturne a disparu, on peut facilement imaginer que Garling pourrait avoir ce pouvoir, y compris l'immortalité, mais par contre, si Im-sama un jour disparaît entre guillemets, d'une certaine manière très attendue et très logique, hein, on voit bien Luffy ou un petit dragon, une petite alliance Garp Luffy Dragon éteindre Im-sama pour finalement tout simplement faire en sorte que tous les Gorosei meurent, et peut-être qu'il est impossible de battre un Gorosei tant qu'ils sont en présence d'Im-sama, tant que Im-sama est encore en vie. Donc quand on connaît ça, on peut imaginer facilement que Garling lui puisse s'en sortir, étant donné qu'il n'est pas encore mort. Il n'y a que les autres Gorosei qui ont traversé un petit peu le temps, qui eux par contre, une fois Im-sama mis hors d'état de nuire, ça va être compliqué pour les autres de survivre, étant donné qu'ils ont facilement tous au moins 200 ans, hein, parce que voilà, ils ont tous reconnu Emmet, hein, le fameux robot qui a attaqué Marie-Joie. Donc forcément, moi j'ai vraiment l'impression qu'on aura quelque chose de vraiment colossal, et que Garling va être hissé au sommet de la hiérarchie des Gorosei. Et ça c'est intéressant, pourquoi? Parce qu'au final, tout le monde pensait que venu
Venujuro était le numéro 1 des Gorosei, mais malheureusement, on voit clairement que ce n'est pas le cas, les gars. Ce n'est pas le cas. Et Venujuro est bel et bien deuxième, Jupiter est bel et bien premier, et ils pourraient tous les deux baisser d'un niveau, étant donné que Garling, je le vois très bien prendre la place du leader du Gorosei, ce qui pourrait être tellement cohérent, étant donné sa lignée, Garland, son lien avec Shanks, qui pourrait nous faire un combat d'anthologie entre Shanks et Garling, et potentiellement le fait que d'autres personnes puissent tout simplement combattre les autres Gorosei. Donc déjà, ça montre aussi énormément de choses, comme le fait que les Gorosei ont potentiellement, pour certains d'entre eux, le level d'un empereur. Hein. Je pense que Garling, c'est même pas une discussion, étant donné que maintenant Garling fait partie du Gorosei. On peut imaginer que les autres Gorosei ont été choisis pour justement pouvoir avoir un level similaire. Donc voilà, maintenant que je vous ai dit ça, vous comprenez un petit peu comment les levels se font. En tout cas, pour moi, tous ceux qui sont parmi le Gorosei ont déjà le haki, tous les hakis, de façon de tous les cas. Ils ont leur éveil, fruit du démon et tout, ils sont vraiment au level max. Et en plus de ça, ils ont l'immortalité, la capacité de télépathie et sûrement encore d'autres mécaniques qu'on n'a pas encore vues, mais qui vont être bientôt dévoilées. Et pour terminer, je dirais tout simplement que je vois bien, tout simplement, si Shanks, étant un empereur, doit se battre contre Garling, c'est-à-dire un des membres du Gorosei, ça veut dire que les autres personnes sont des personnes qui sont pour moi level empereur. Donc ça veut dire que potentiellement on aurait un empereur face à Venujuro, un empereur face à Jupiter, je vois bien un dragon ou un sabot ou quelque chose comme ça, hein, des personnages qui sont voués à devenir empereur à la fin de l'œuvre, en tout cas à leur prime, et potentiellement il restera que Im-sama, et Im-sama, je verrais bien tout simplement Luffy, mais il y a aussi Barbe Noire, et c'est ça le problème, parce que Barbe Noire, où il va se situer dans tout ça? Est-ce qu'il sera dans le camp de Luffy, avec une petite alliance temporaire pour justement défaire le monde et que Barbe Noire puisse s'asseoir sur le trône et qu'ensuite ils se battent contre Luffy? Ou est-ce que ça va être un ennemi allié à Im-sama, ils vont peut-être fusionner et devenir Barbe-sama, et que ça va devenir l'antagoniste principal du manga, impossible à battre en 1v1, un petit peu à la Kaido, tu vois? Donc ça, c'est des choses qui peuvent arriver, c'est des mécaniques qu'on a déjà vues, donc j'espère que ce sera quelque chose d'assez compliqué et d'assez complexe dans ce sens-là, que chacun a un personnage un petit peu comme le début de One Piece, où vous voyez, on a eu vraiment énormément d'arcs où chacun avait son ennemi, dès le début on l'avait cramé, et voilà, chacun affronte son ennemi, à la fin tous les combats se passent, le dernier combat c'est Luffy contre son ennemi principal, et on passe à un autre arc, tu vois. Et ça, c'est quelque chose que je veux pas forcément pour la fin, donné que voilà, on l'a déjà vu plusieurs fois. Je verrais bien un combat de groupe, je verrais bien des alliances, je verrais bien, je sais pas moi, des combats de snipers vs des snipers, vous avez capté, tu vois, mais pas forcément des 1v1, même si des 1v1 j'en veux, tu vois, mais il faut pas qu'il y ait que ça, vous avez capté. Donc voilà, c'est d'ailleurs pour moi pour ça qu'Oda a diminué un petit peu le nombre de 1v1 au niveau de One Piece. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour au niveau de la théorie du bon vieux Nope Nope. Je vais en faire un ou deux, puis après ce sera terminé. Donc voilà les gars, merci d'avoir regardé, mais c'est terminé pour cette première partie. Je vous mets la partie de juste en haut à droite, comme ça vous pouvez basculer directement. Sinon, si jamais vous voulez soutenir la chaîne comme d'habitude, le petit like, le petit follow, le petit commentaire, vous avez accès à Twitter et Discord si jamais vous voulez des infos supplémentaires ou même discuter avec la commu, n'hésitez pas les gars. Et sinon, il y a les petites souscriptions, que ce soit pour YouTube ou pour Twitch. Voilà, si vous voulez participer au développement financier les gars, n'hésitez pas, ça nous aide énormément. Et en plus, vous avez accès à pas mal de trucs assez sympathiques. Donc voilà les gars, merci d'avoir regardé cette vidéo encore une fois. Vive les jeux vidéo, vive One Piece, et à très vite.